très heureux de venir vous rencontrer, parler de débats et philosophiques, mais aussi de relations pédagogiques. Alors, le point de vue d'où je parle. Donc, je suis un ancien instituteur. Au début des années 80, j'ai enseigné pendant quelques années. Et puis après, je suis devenu universitaire. J'ai formé de nombreuses personnes à l'Académie de la Réunion. J'étais 17 ans universitaire à l'Académie de la Réunion. Et puis après, je suis arrivé à l'Inspection Générale. Mais j'ai animé un groupe de recherche, entre autres pendant quelques années, sur les débats et philosophiques pour développer les débats et philosophiques à l'île de la Réunion, notamment à partir des travaux d'Anne Lalanne, de Michel Tozzi, de Meïtou Littman, bien sûr, et d'autres chercheurs. Et donc, je suis attentif à ce qui se passe dans les différentes académies. J'ai la possibilité de circuler dans tout le pays, d'accompagner, pas trop dans ce champ-là, plus sur le champ de la bienveillance, de la qualité de la relation, qui est mon objet principal de recherche. Mais sur les DVP, vu mon affinité avec cette pratique, j'essaye d'intervenir quand je peux, ce qui n'arrive quand même pas très souvent. Donc c'est avec plaisir que aujourd'hui je pourrais un peu m'exprimer sur ce sujet. Et donc je vais vous laisser le diaporama, vous allez voir, c'est un peu dense, il y a pas mal de diapos. C'est une grande aventure dans laquelle certains d'entre vous se lancent, depuis quelques semaines peut-être. Pour d'autres, ça, je crois que cela fait depuis 2 ou 3 ans. Donc c'est véritablement, de mon point de vue, à mon avis, sans doute une des plus grandes aventures pédagogiques qu'on puisse vivre lorsqu'on est enseignant. Parce que ça nous emmène à vraiment enseigner autrement. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous peuvent en témoigner. Et à regarder la relation, se regarder autrement, regarder l'école autrement, et regarder les enjeux de l'école autrement. Donc j'ai vu déjà que vous avez abordé certains points que je vais expliciter dans mon intervention. Alors, ça va être une intervention en 2 temps. Une première partie sur les enjeux de la discussion à visée philosophique et une deuxième partie sur véritablement la qualité de la relation. Si je vois que je n'ai pas été trop bavard, mais ça m'ennuierait de partir sans vous parler d'un des objets qui m'est véritablement cher et qui pour moi est le cœur de ce métier d'enseignant. Alors donc ça sera, comme je vous disais, en 2 parties. D'abord sur les enjeux. Alors ne pas commencer sans une petite pensée à tous ces chercheurs. Alors, il n'y en a que quelques-uns là. Il y a à mon avis ceux qui ont le plus contribué, notamment en France. Ce ne sont pas tous les Français ici, mais en tout cas qui ont eu un raisonnement, une résonance en France au travers de leurs écrits, de leur formation. Et qui pour certains, je pense à Johanna Hauken, en bas, animatrice chargée de cours, là, qui a soutenu sa thèse en juin dernier et qui commence à publier, qui apporte énormément, à mon avis, dans le champ de la didactique des débats et des philosophies, qui crée des outils nouveaux. C'est vraiment quelqu'un de remarquable. Puis vous retrouvez bien sûr des gens comme Edwige Chirouter, que vous connaissez très bien, Michel Tozzi, et puis des gens de l'académie, bien sûr. Alors, voilà, c'était juste une pensée parce que derrière ce que je vais vous présenter, il y a toutes ces personnes-là. En tout cas, ce sont des références aux travaux, aux écrits de toutes ces personnes ou une bonne partie d'entre elles. Alors, il y a des constats qui me semblent essentiels à garder présents à l'esprit, que vous connaissez pour certains et que je vais rappeler. Tout d'abord, c'est ce constat qui est fondamental, c'est que les enfants, vous le savez, très tôt sont animés par des questions universelles, des questions existentielles, et qu'il y a à l'école un déficit en termes de lieu, d'espace, pour permettre à ces enfants de pouvoir parler de ce qui les touche, des questions qui sont pour eux profondes, qui sont des questions sur les grands problèmes de la vie. Deuxième chose, c'est que on demande assez rarement, dans le modèle traditionnel de l'école, leur point de vue aux élèves. Qu'est-ce qu'ils pensent vraiment ? On est beaucoup dans un jeu de questions-réponses. Le modèle classique qui est encore très présent dans les établissements, surtout les établissements de second degré, mais aussi à l'école, c'est un jeu de questions-réponses. Où aller à l'école, c'est apprendre à répondre de manière adaptée aux attentes de l'enseignant, et il y a quelque part un jeu autour de la bonne réponse. Alors que là, on est sur quelque chose de tout autre, vous en êtes bien conscient. Et donc, cette culture de la réponse qui est dominante à l'école, elle impacte de manière très importante la façon de penser l'élève. Et il y a des élèves qui, pour l'instant, quand vous les avez eus en cours, une fois je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants de collège parmi vous, certains n'ont encore jamais vraiment pensé par eux-mêmes, au sens d'une pensée vraiment qui est argumentée, construite,
et que c'est la première fois que vous allez leur offrir la possibilité de commencer à penser par eux-mêmes. Donc c'est vraiment, on va le voir, une aventure extraordinaire que vous offrez aux enfants de ce point de vue-là. Alors ces questions que vous abordez lors des débats visées philosophiques, elles peuvent surgir, vous voyez bien quand vous préparez un débat, elles peuvent surgir de questions qui sont parfois très complexes, des questions disciplinaires ou transdisciplinaires, et elles peuvent avoir des natures différentes. Ça peut être des questions vraiment épistémologiques sur l'origine des savoirs, leur construction, la façon de penser, de raisonner, qui sont des questions épistémologiques, des questions parfois plus métaphysiques, qu'ont les enfants assez naturellement, notamment qu'est-ce qu'un adulte, la différence entre un adulte et un enfant. Et là-dessus, il y aurait beaucoup, bien sûr, à dire. Des questions qui n'ont pas de réponse absolue. Des questions politiques, je crois qu'on en parlait avec Mme Ferrier en venant. À quoi sert le droit, comment faire des lois justes. Et on voit bien que, par exemple, dans le contexte actuel où la société traverse une période d'expression qui est violente, la question de la loi, de la justice est véritablement posée. Des questions plus philosophiques et éthiques, toute vérité doit-elle être dite, qu'est-ce qu'avoir un comportement juste envers autrui, par exemple. Alors vous voyez bien que il y a eu de nouveaux programmes d'enseignement moral et civique qui sont parus cette année suite à ceux de juin 2015, que dans le cadre de ces nouveaux programmes, les débats à visée philosophique ne sont plus, les discussions à visée philosophique ne sont plus proposées comme exemple, mais on a toujours bien sûr la possibilité, oui, heureusement, de mener des débats, des discussions réglées, argumentées à l'école, et les DVP s'inscrivent dans ce champ-là, de discussions, de débats qui obéissent à un certain nombre de règles de base. Alors, qu'est-ce que c'est que la DVP? Si on essaye de la définir comme par rapport à ce que c'est qu'un débat réglé et argumenté, on voit bien que le débat réglé et argumenté, c'est un moyen d'exprimer son point de vue dans un moment, un cadre qui est réglé par un certain nombre d'éléments structurants que l'on peut, en général, que l'on impose en tant qu'enseignant, mais que l'on peut aussi construire. Rien n'interdit de construire progressivement les règles. Alors on peut voir que si on veut que ça se passe bien au début, il est bien de soi-même donner un certain nombre de règles minimales et après éventuellement de pouvoir les faire évoluer. Ça c'est faisable. On donne comme critère important sur les débats réglés et argumentés l'idée qu'il s'agit d'une discussion sur une question controversée. Dans le cadre des DVP, la question n'est pas nécessairement controversée, ça peut être une question beaucoup plus ouverte, qui a priori n'est pas une question qui a ce caractéristique particulier de la controverse. On a effectivement souvent, mais pas nécessairement dans les débats à visée philosophique, des oppositions, on peut avoir des points de vue différents qui se conjuguent, qui se positionnent comme des nuances aussi, pas forcément des oppositions systématiques. L'idée étant, comme on retrouve dans l'ensemble des débats réglés et argumentés, de faire en sorte que l'on puisse sortir enrichi de ce débat, qu'il n'y ait pas ni des gagnants ni des perdants, mais un enrichissement à partir de la compréhension du point de vue d'autrui et de l'argumentation des différents points de vue. Alors, certains d'entre vous font de la formation, vous allez être amenés à parler de ce que vous allez faire et parfois même à vous parler à vous-même. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Merci beaucoup. Et de fait, lorsqu'on se lance dans une pratique qui est un peu nouvelle, la question des enjeux est essentielle. Donc réfléchir sur les enjeux, c'est réfléchir d'une certaine façon sur les méta-enjeux, les enjeux des enjeux. Pour vous, les enjeux des enjeux, c'est d'essayer de bien identifier d'abord, dans une réflexion sur les enjeux, qu'est-ce qu'on a à gagner ou à perdre. Et qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui est à l'œuvre dans les discussions à visée philosophique. Alors, dans certaines synthèses qui ont été présentées tout à l'heure, vous avez déjà commencé bien sûr à réfléchir sur le sujet. Il faut savoir que quand on réfléchit sur les enjeux, en fait, on augmente sa connaissance que l'on a des enjeux. Le fait de réfléchir ensemble sur les enjeux d'une pratique, on augmente la connaissance que l'on a. Et en augmentant la connaissance que l'on a, on devient plus conscient
de ce qui se joue et de ce qui est à l'œuvre. Si on veut pouvoir dépasser, si vous voulez pouvoir dépasser les difficultés, parce que l'aventure dans laquelle vous vous lancez ou vous vous êtes lancé, c'est une aventure difficile, mais dont les enjeux sont considérables. Ce sont des enjeux qui nous dépassent, mais complètement. On les voit, il y a certains qu'on perçoit, mais il y a des enjeux qui sont énormes par rapport à des élèves qui vont devenir, pour certains de vos élèves, des personnes qui vont avoir des très hautes responsabilités ou des responsabilités très importantes, pas forcément hautes, mais importantes. Ils vont jouer un rôle socialement parce qu'ils se seront révélés à travers leur passage dans votre classe ou avec vous comme quelqu'un qui renaît à lui-même et qui commence à penser par lui-même politiquement, par exemple. Et donc vous avez en face de vous des élèves dont vous ne pouvez pas deviner ce qu'il va en advenir. Donc les enjeux sont des enjeux qui nous dépassent sur ce terrain-là. Et donc avoir la conscience de ce qui se joue, c'est être plus à même de pouvoir défendre l'intérêt de mener des débats à visée philosophique. Et donc du coup, quand on a plus conscience des enjeux, on est plus à même de se motiver, de se responsabiliser et de motiver les élèves à les responsabiliser parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, on peut faire des moments de méta-débat avec les élèves. On va réfléchir sur à quoi ça sert de faire des débats à visée philosophique. Jacques Lévin, qui était un psychanalyste qui a beaucoup travaillé sur les débats philo, les ateliers philo, dans sa méthode propre, lui, il faut l'organiser après chaque débat, un méta-débat pour essayer de voir qu'est-ce qu'on avait appris aujourd'hui dans le débat, qu'est-ce qui avait été conscientisé, quelles avaient été les émotions à l'œuvre. Alors, je vois 3 grandes catégories d'enjeux sur les débats à visée philosophique. Je vais les décliner successivement. D'abord des enjeux psychologiques, des enjeux cognitifs et langagiers, et enfin des enjeux liés à la citoyenneté au vivre ensemble. Et vous mesurez bien que les 3 sont liés, dans le langage étant un élément de puissance et de pouvoir dans l'exercice de la citoyenneté, l'équilibre psychologique, l'affirmation de son identité ayant un impact sur le reste. Il est clair que les 3 ont des incidences et des relations entre eux. Tout d'abord, s'agissant des enjeux psychologiques, ils sont importants parce qu'ils permettent aux jeunes de s'individuer, c'est-à-dire de devenir des individus singuliers qui se construisent en tant que tels et qui permettent, qui en tout cas s'offrent la possibilité de penser par eux-mêmes et de faire cette expérience qui est irremplaçable, de découvrir que on peut être à la source de sa propre pensée, qu'on n'a pas besoin forcément de s'appuyer sur autre chose que sa propre activité réflexive. Et donc de sortir d'une pensée qui ne fonctionne que sur un mode scolaire. Or c'est terrible de fonctionner quand on est élève, on a été un certain nombre d'entre nous ici à fonctionner comme ça. On a notre fonctionnement psychologique et cognitif scolaire, et puis on a l'autre. Or ici, c'est de découvrir qu'à l'école, on peut fonctionner sur un mode qui est très intime et personnel, et aller chercher uniquement à l'intérieur de soi, dans ses idées, dans ses arguments. Et puis il y a cette autre idée qui était chère à Françoise Dolto et qui a été reprise peut-être par Jacques Lévin, je ne sais pas lequel des 2 auteurs l'a premier conceptualisé, c'est cette notion d'interlocuteur valable. C'est de découvrir, de prendre conscience que dans le regard de l'adulte, on peut devenir un interlocuteur qui a de la valeur, qui est valable. Et ça, quand par exemple celui qui anime le débat produit des feedbacks tels que l'élève se rend compte que son idée elle a un côté génial, ou qu'elle est intéressante, ou qu'elle est à retenir, qu'elle est à creuser, c'est quand même une expérience qui est singulière pour un enfant, surtout si cette idée vient de lui, purement de lui-même. Moi j'en ai fait la première fois l'expérience, j'avais 17 ans. J'étais en philo et j'ai découvert que je pouvais avoir des idées rien que pour moi-même. Ça a bouleversé ma vie parce que du coup je faisais un bac E à l'époque, c'est l'équivalent du bac SSI. J'ai complètement laissé tomber toute l'orientation sciences de l'ingénieur vers laquelle je me orientais, pour progressivement accepter l'idée que je pouvais avoir ma place dans cet univers de la philosophie, je pouvais avoir des idées. Ça, un enfant peut le faire beaucoup plus tôt, dès l'âge de 5, 6 ans, 7 ans. Alors, dans la psychologie contemporaine, il y a une composante qui est centrale, qui est l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est ce joyau
cette part de soi-même sans laquelle vous ne seriez pas là, moi non plus. Et cette part qui permet à chacun de s'assumer en tant que personne qui fait son chemin et qui essaye de s'en sortir avec des petits arrangements avec elle-même pour essayer de trouver un domaine de réalisation personnelle, devenir quelqu'un dans son métier qui s'accomplit, s'épanouit. Eh bien, les débats philosophiques ont cette vocation, ou en tout cas ont cette puissance de pouvoir renforcer l'estime de soi. Parce qu'effectivement, et c'est lié à ce qui est indiqué dans la phrase précédente, lorsque l'élève commence à comprendre qu'il est, sans que ce soit explicite dans sa tête comme tel, qu'il peut être un interlocuteur valable, eh bien ça retentit considérablement sur l'estime qu'il a lui-même. Et dans les débats visés philosophiques, on va trouver des élèves qui, dans les disciplines scolaires, sont des élèves en difficulté, et qui, pour certains, s'éclatent dans les débats visés philosophiques. Parce qu'ils ont là un terrain qui leur donne la liberté de ne pas être dépendants du savoir acquis, mais uniquement, parfois, de l'expérience, de leur propre savoir, de leur sensibilité. Alors, il y a une enseignante Johanna Henrion-Latché, qui a soutenu une thèse sur les rapports entre estime de soi, débat philosophique et résilience, une thèse qui a été soutenue, je crois, l'an dernier, 2017, et que vous pouvez trouver en ligne. Alors, ces enjeux-là, ils appellent un certain nombre déjà de gestes professionnels et de précautions lorsqu'on est enseignant, qu'on mène des débats philosophiques. C'est d'abord la question de l'espace. Pour pouvoir faire en sorte que l'élève puisse être bien pour penser par lui-même, il faut des espaces organisés en cercle, en carré, de telle manière que l'exercice de la démocratie puisse s'opérer. Et puis, c'est des temps suffisants, des temps de parole pour donner aux élèves, la liberté de pouvoir dire, de pouvoir rester en retrait, de ne pas dire, et tout de manière extrêmement respectueuse de la part de l'animateur. Sortir de l'urgence de répondre à la question posée par l'enseignant. Je respire. Ah oui, parce qu'il y a une tension permanente quand on est en classe. Vis-à-vis de l'enseignant, souvent, si c'est un enseignant dynamique, qui attend des réponses aux questions, et là, pour l'élève, de se dire, mais je ne vais pas être interrogé, je vais pouvoir... peut-être que l'enseignant parfois va relancer, va dire, et toi, Émilie, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'a dit Jonathan? Voilà, donc peut-être, mais il n'y a pas cette urgence d'avoir la bonne réponse à la question posée par l'enseignant. Ça, c'est déjà en soi un espace qui est totalement nouveau pour certains enseignants, pour certains élèves. De vivre ça avec un enseignant, c'est déjà parfois une aventure, mais extrêmement singulière. C'est vivre l'école autrement. Et vous avez des élèves, rien que pour cela, ils aimeront aller en DVP. Parce que c'est un temps où ils peuvent être fondamentalement eux-mêmes. L'atmosphère que vous allez pouvoir créer vous-même en tant qu'animateur est déterminante. L'atmosphère par les regards que vous posez, la place que vous prenez, le recul que vous offrez, l'attention que vous accordez aux prises de parole des élèves, la convivialité que vous offrez aussi par votre attitude, mais qui demande quand même, puisque une DVP, c'est quand même un moment c'est un moment particulier, et où on va pouvoir réfléchir ensemble sur des grandes questions de la vie. C'est à mon avis un moment qui doit, alors c'est un point de vue personnel, mais qui gagne à être introduit par un moment de solennité. C'est-à-dire que voilà, les questions qu'on aborde, c'est des questions qui sont universelles très souvent. Des questions que se sont posées des jeunes bien avant nous, des siècles avant nous très souvent, et que se posent encore des jeunes de notre âge dans d'autres pays. Donc voilà, c'est un moment extrêmement important qui pose la question du vivre ensemble dans le monde. Et la qualité du vivre ensemble, de la paix dans le monde. Les grands enjeux, c'est cela. C'est la paix dans le monde. C'est des citoyens du monde qui arrivent à communiquer sur les réseaux sociaux en direct et à débattre de questions en se respectant mutuellement. Donc il y a des règles éthiques minimales qui doivent, à mon avis, répondre à un besoin qui est fondamental, qui est celui de sécuriser les élèves qui prennent la parole.
Ça, c'est à mon avis une des premières idées fortes, je vais en reparler après. Il faut que les élèves puissent se sentir sécures dans la prise de parole. Et la sécurité, c'est vous qui l'offrez. Comment ? Vous l'offrez justement en plaçant un certain nombre de règles minimales. Par exemple, on n'interrompt pas celui qui a pris la parole, qui l'a demandé et qui est autorisé à la prendre. On ne l'interrompt pas. Ça, déjà, ça sécurise de manière forte. Deuxième chose, on ne juge pas, par exemple, en tant que personne, on ne juge pas la personne de l'élève. Ça, c'est valable d'une manière générale, mais encore plus dans les débats philosophiques. Et puis, vous pouvez ainsi fixer un certain nombre de règles qui vous appartiennent. Autre idée forte à Célestin Freinet, ce pédagogue, ce grand pédagogue que vous connaissez, c'est la possibilité offerte aux élèves de tâtonner. C'est-à-dire, il n'y a pas la bonne réponse, on approche de réponses plus ou moins satisfaisantes. Et très souvent, dans les discussions philosophiques, on ne cherche pas une réponse absolue. On cherche à établir et à construire des réponses qui soient satisfaisantes. Et le tâtonnement, c'est cette qualité de temps qu'on s'offre pour pouvoir essayer de s'approcher d'une réponse satisfaisante. Toujours dans les précautions, les encouragements que vous allez pouvoir formuler par votre écoute, les regards bienveillants. Encourager l'enfant à penser par lui-même. Et toi, tu en penses quoi ? D'où tu tiens ce que tu dis là ? Voilà, par des petites relances de cette nature-là. Par votre présence. La présence, c'est la qualité d'un regard. C'est la qualité d'une écoute, la qualité d'un silence. Quand justement on a réussi à créer les conditions de ce silence. Dans la classe ordinaire, c'est déjà pas simple, mais dans les débats philosophiques, on peut le faire parce que c'est un moment qui est institutionnalisé comme un moment spécial. Donc on y arrive quelque part plus facilement que dans ces cours ordinaires que vous menez parfois dans les disciplines qui sont les autres. Alors il y a des enjeux qui sont d'une autre nature, qui sont plus cognitifs et langagiers, même si les précédents que j'ai évoqués le sont déjà un peu. Vous voyez qu'ils sont nombreux, hein. Il y a beaucoup d'enjeux, hein. C'est ce qui fait le caractère remarquable de cette pratique, hein. C'est d'abord, bien sûr, la possibilité offerte aux élèves de douter et de remettre en question des idées de manière construite, de manière rationnelle, des opinions, bien sûr, d'exprimer son étonnement. Vous savez que là, en philosophie, l'étonnement est vraiment une posture qui est centrale en philosophie. Pour certains philosophes, comme Oscar Brennifé, par exemple, qui a beaucoup formé d'enseignants au débat philosophique, pour lui, le cœur de la philosophie, c'est l'étonnement. Pouvoir s'étonner d'une hypothèse, d'une idée, d'une affirmation, d'une situation, d'un comportement, d'une possibilité, d'une condition offerte à la condition humaine. Autre enjeu, c'est la possibilité offerte d'apprendre progressivement à formuler soi-même, avec les mots justes, des idées que l'on a, mais pour lesquelles on n'a pas forcément les mots. Et à exercer de fait sa raison et à de mettre de côté ses émotions. Je crois que ça a été dit tout à l'heure dans une des synthèses. Construire avec les autres, parfois contre les autres, mais très souvent avec les autres, avec les idées qui s'opposent aux siennes. Développer des habiletés de pensée, je vais les développer, en préciser la majorité tout à l'heure. Distinguer ce qui est objectif de ce qui est subjectif. Voilà une catégorie, par exemple, qui peut être très intéressante, que les élèves peuvent très vite comprendre dès le cycle 3 et dès le collège. Comprendre que cette analyse-là est plus subjective qu'objective. Qu'est-ce que c'est que tendre vers l'objectivité ? Apprendre, alors ça peut paraître exigeant, mais les élèves adorent cette exigence un peu cognitive qui est posée là. Apprendre à justifier leur choix, ça c'est véritablement central. Quand les élèves ont des affirmations, par ces relances en tant qu'enseignants, amener les élèves de leur demander, à travers un argumentaire, d'où ils tiennent ce qu'ils pensent. Se détourner de l'opinion et de la croyance. De l'opinion partagée, ce qu'on appelle des représentations sociales de référence, ces représentations qui circulent, ces stéréotypes par exemple. Là, il y a un enjeu très très fort. Pourquoi ? Parce que vos élèves, les jeunes de maintenant, comme ils sont sur Internet, les réseaux sociaux, ils voient beaucoup d'idées qui circulent et ils ont du mal à
prendre de la hauteur, de la distance critique par rapport à cela. Alors en face, vous avez des gestes professionnels, des attitudes, des postures qui viennent s'inscrire dans le rôle de l'enseignant, qui notamment, je pense que ça a dû être travaillé déjà peut-être ce matin, autour du pré-débat. Si vous faites un pré-débat pour savoir quelle question on va débattre, travaillez la formulation de la question initiale. En fait, le temps du pré-débat, le temps de la formulation de la question initiale, c'est un temps très important. Moi, au départ, quand je faisais des débats philosophiques, j'avais tendance à aller trop vite là-dessus. J'ai compris au bout de plusieurs années que finalement, ce débat, ce pré-débat est déterminant. Susciter des interactions dialogiques, alors c'est vraiment, je l'ai souligné, parce que c'est un des critères majeurs de la réussite des DVP. Qu'est-ce que c'est qu'une interaction dialogique? C'est une interaction dans laquelle un élève dit « moi je ne suis pas d'accord avec un tel » ou « je pense comme un tel » ou en complément de ce qu'a dit un tel. C'est un élève qui rebondit sur ce qu'a exprimé un camarade. C'est ça une interaction dialogique. Quand on obtient ça, on peut se dire que là le débat il fonctionne, que la discussion fonctionne. Or c'est pas si facile que ça, et on peut dans une discussion qu'on appelle le métadébat amener à réfléchir les élèves sur cette question. Y a-t-il eu des moments, s'il y a par exemple, vous mettez en place ce qu'on appelle des observateurs du discutant, je ne sais pas si vous le faites dans les modèles, bon ben, si on met en place des observateurs du discutant, on peut leur demander, est-ce qu'il y a des interactions dialogiques? Est-ce qu'il y a des moments où un élève rebondit sur... Et pourquoi c'est si important? Parce que sinon, on est dans la juxtaposition, on n'est pas dans le débat, on est dans la juxtaposition des opinions, on est dans une discussion beaucoup plus plate. Et si on veut qu'elle ait du relief, il faut qu'on puisse s'affronter, être dans du conflit cognitif, socio-cognitif. C'est dans le conflit socio-cognitif que l'on se construit. Cela a été dit tout à l'heure, problématiser, conceptualiser, argumenter, dans trois postures, trois gestes cognitifs qui sont centraux pour Michel Toddy. C'était le premier véritablement à formaliser dans sa didactique des débats philosophiques ce que peut signifier problématiser, conceptualiser, argumenter. Et j'ai trouvé très bien votre sorte de carte mentale, ou en tout cas ce que vous avez posé sur une feuille, l'articulation entre les trois. Qu'est-ce que cela veut dire? On n'a jamais fini d'apprendre à penser. Moi-même, ça fait quand même une quinzaine d'années, pas loin de 20 ans que je m'intéresse au débat de visée philosophique. J'ai pas fini d'apprendre à penser ce que ça veut dire que conceptualiser, ce que ça veut dire que problématiser. Argumenter, c'est un peu plus facile, mais conceptualiser, c'est pas simple, quoi. C'est effectivement quelque chose autour du périmètre d'une notion, des différentes significations, des mots, étiquettes que l'on va choisir, que l'on va coller sur une idée. Donc c'est beaucoup de choses la conceptualisation. Mais la conceptualisation, c'est un pouvoir. Un élève qui arrive à conceptualiser, à être capable de placer le mot juste sur une idée et de définir la notion qu'il utilise, c'est vraiment un élève qui va prendre du pouvoir sur lui-même, sur la vie, sur les idées et parfois sur les autres. Prendre soin des idées des élèves. Là, on est un peu déjà dans la qualité de la relation, on est dans le care, cette posture éthique qui consiste notamment vis-à-vis des élèves les plus vulnérables, et vous en avez dans vos classes. Quand ces élèves-là, pour la première fois, ça fait 5 semaines qu'on fait des DVP, il y en a un, c'est la première fois qu'il prend la parole. On ne va pas se permettre de le contredire. Il s'exprime, il a une idée qui vient de lui. On prend soin de ce qu'il a dit, et éventuellement on le valorise indirectement. Et ça va être un moment très important pour lui. Stimuler les habiletés argumentatives et encourager les critiques constructives. Effectivement, dans les habiletés argumentatives, il y a quelque chose de complexe, qui est de l'ordre de trouver la bonne manière de construire des arguments. Et c'est pas si simple que ça. Alors je pense que, je ne sais pas s'il y a des profs de philo dans la salle, les professeurs de philosophie ont ce pouvoir d'aider dans ce champ-là, sur le champ de l'argumentation, qui est un champ difficile. Rechercher les sources de ces représentations, j'en parlais tout à l'heure, c'est véritablement dans une discussion philosophique quelque chose d'essentiel, d'amener les élèves à réfléchir sur l'origine de leur représentation, pour comprendre que finalement, la majorité des idées qu'ils ont ne sont pas des idées d'eux-mêmes. Elles viennent d'ailleurs, elles viennent d'un père, d'un frère, de ce qu'ils ont vu.
Alors, Joanna Hawkins, dans sa thèse, distingue dans les habiletés cognitives les habiletés à visée intellectuelle et les habiletés à visée sociale. Elle reprend les travaux de Matthew Lipman, notamment en distinguant dans ces habiletés les habiletés d'ouverture d'esprit, comme notamment l'acceptation des critiques, ce qui en soi, là vous voyez plein de choses, plein d'idées, mais rien que ça, l'acceptation des critiques. On est combien parmi nous à avoir des difficultés avec ça? Ça dépend des contextes. Moi, il y a certains contextes où ça m'est difficile. Tout dépend qui parle, sur quel sujet, etc. Vous imaginez pour un jeune. Donc rien que cela, c'est déjà un objet très important, l'acceptation des critiques. Deuxième habileté de raisonnement, j'en prends une autre au hasard, enfin non, pas au hasard. La question des présupposés. Parfois, dans une discussion, on se rend compte que les idées d'un élève, elles sont fondées sur des présupposés, que le temps, ce moment qui est nécessaire à prendre avec lui pour cerner quels sont les présupposés, eh bien, c'est un moment qui peut venir plomber la discussion. Donc du coup, les moments où on décroche, où on fait une petite discussion pour continuer à discuter, petite discussion sur d'où tu tiens ce que tu dis, ou alors tu présupposes que, eh bien, ce moment de réflexion sur les présupposés, il peut parfois être difficile à mener. Autre habileté de recherche, centrale dans les débats, les discussions philosophiques, le questionnement. C'est sans doute l'attitude, la posture pour vous qui est centrale. Questionner les élèves, les amener à se questionner entre eux. Donc il ne peut pas y avoir de discussion philosophique sans du questionnement. Donc, je vous invite à regarder après chacune. Alors ici, j'ai écrit sur une diapo ce qui me semble être les habiletés de pensée majeures. J'ai sélectionné celles qui me semblent celles qu'il faut viser en priorité. Dedans, donc, vous retrouvez conceptualiser, argumenter, problématiser, mais par exemple, il y a d'autres habiletés comme le doute. Et le doute, il est nourri souvent par des questionnements. Par la recherche d'une contre-hypothèse qui mériterait d'être formulée. Être capable de faire la différence entre plusieurs idées, sur des critères particuliers, donc d'être dans la distinction des idées. Être capable d'apprendre aux élèves à induire, à inférer. Donc sans que vous vous en rendiez compte, il y a très souvent des inférences dans une discussion. L'élève qui va découler une idée d'une autre. Qui va, à partir d'un exemple, en induire une idée générale. Alors, ces habiletés de pensée, elles sont fondées sur ce que Philippe Mérieux appelle bien sûr la foi en l'éducabilité, qui est quand même une des idées que vous connaissez tous, mais qui est intéressante à rappeler. Cette foi en l'éducabilité, c'est ce qui va guider votre posture. En permanence, se dire que parmi vos élèves, certains ont des difficultés, mais vous n'imaginez pas un instant, peut-être, le niveau qu'ils vont pouvoir atteindre dans 5 ou 10 ans. On est souvent très surpris lorsqu'on revoit des élèves que l'on a vus. Alors, Joanna Hawkins parle de confiance et de présomption d'intelligence. Michel Toddy, reconnaître l'élève comme un sujet pensant, un être doué de raison. Les questions qui développent, il y a eu un ouvrage écrit par Michel Toddy dans le champ de la didactique des débats philosophiques, c'est l'éveil de la pensée réflexive. Et il y a véritablement, j'aime beaucoup ce titre, c'est-à-dire que ces élèves qui, au détour de leur scolarité, parce qu'ils rencontrent une professeure qui leur offre la possibilité de mettre en place des discussions philosophiques, vont s'éveiller à leur propre pensée réflexive. Le rôle de l'enseignant dans ces moments-là est essentiel à travers les questions qu'il pose notamment. Des questions toutes simples de clarification de l'opinion, d'approfondissement des arguments, de reformulation d'hypothèses, d'articulation des points de vue. Là, les gestes qui sont les vôtres, ils sont là, majoritairement. Et moi, je me souviens, mes premières discussions philosophiques, j'avais ma petite feuille sur les types de questions que je pouvais poser. Parce que c'est pas facile, les premières discussions philosophiques. On doit être en même temps dans le direct
de la conduite et en même temps être capable de, quand il y a un blanc, de relancer, et ce sont des gestes de cette nature-là avec des questions comme celle-ci. Voilà quelques-unes que vous pratiquez pour certaines, pour d'autres qui vous sont plus étrangères. Sur quels critères te bases-tu pour dire que? Ou sur quelle idée, si le mot critère est un peu difficile? Est-ce que tu peux donner un contre-exemple? Il y a parfois pas mieux que le contre-exemple. Pourrais-tu relier un tel comportement à des règles ou à des principes connus? La question, par exemple, de la mise en perspective de l'idée avec les valeurs. C'est ça qu'il y a derrière. Derrière le comportement, il y a des valeurs en acte. Quels sont les comportements qui te montrent, qui te prouvent que tel camarade ou que toi, tu as telle valeur? La question de la différence entre les valeurs de référence et les valeurs de préférence. Les valeurs de référence, c'est celles que l'on cite. Les valeurs de préférence, c'est en général celles que l'on défend et que l'on essaye d'incarner. Alors si on va voir du côté de la pensée critique, puisque vous savez qu'avec ce que vivent les adolescents aujourd'hui, l'imprégnation en termes d'images et d'informations sur Internet, et dans une société de sollicitation permanente, ils ont besoin d'avoir une pensée critique beaucoup plus développée que nous en avons eu besoin à leur âge, pour rester en mesure de faire preuve de discernement et rester lucide par rapport à ces influences. Alors, l'esprit critique, c'est d'une certaine façon l'art du doute, c'est-à-dire cette capacité à être dans une vigilance permanente, continuelle, vis-à-vis des informations, des idées, des opinions qui nous sont posées là, que l'on rencontre. Donc il y a dans l'esprit critique une posture de questionnement vis-à-vis de l'information et des opinions que l'on rencontre. C'est une posture nécessaire pour construire son propre savoir. Alors derrière l'esprit critique, on déplore très souvent que les jeunes n'aient pas de curiosité intellectuelle. C'est l'esprit critique qui va permettre de nourrir la curiosité intellectuelle, qui va permettre ce que Norman Baillargeon appelle l'autodéfense intellectuelle. On va construire son autodéfense intellectuelle parce qu'on a une capacité d'exercer son esprit critique. Et pour cela, il faut être en mesure de répondre à des questions toutes simples. À mon avis, cette idée-là, d'où vient-elle? Est-ce que j'ai les moyens techniques, en utilisant Google, d'aller voir qui est à l'origine de cette nouvelle? Est-ce que ce n'est pas une fake news? Est-ce que cette idée est celle de tel auteur? Donc être capable d'aller chercher sur Internet ou en discutant avec des camarades, aller chercher les sources pour retrouver qui est à l'origine de telle et telle opinion. Questionner donc les opinions et se former ses propres jugements sur... Alors c'est d'une exigence assez importante qui va surtout s'acquérir en fin de collège et au début de lycée, mais qui commence très tôt. Alors il y a d'autres enjeux, c'est la dernière catégorie d'enjeux que j'évoquais, c'est des enjeux liés à la citoyenneté au vivre ensemble. Vivre ensemble à l'échelle bien sûr de la classe, mais aussi à l'échelle de son quartier et de la planète. Pour Philippe Mérieux, l'enjeu des débats philosophiques, c'est de se penser dans le monde, c'est de devenir un citoyen responsable et se dire que les petits gestes, les petites idées que je peux avoir peuvent avoir de l'influence sur le monde. Ça, c'est difficile pour un jeune. C'est difficile de lui faire sentir cela. Déjà, pour un professeur, c'est pas simple. C'est pour ça que lorsque j'ai eu des professeurs stagiaires chaque année pendant 17 ans, le premier cours que je faisais avec les stagiaires, je prenais 5 minutes et il y avait un tableau et vous imaginez, c'était dans ce tout petit site de l'UFM devenu SP du sud de l'île de la Réunion. Il y avait un tableau sous les cocotiers là et je dessinais je prenais 5 minutes, je faisais 1000 petits bâtons au tableau. C'était le premier cours avec les stagiaires. C'est en lien avec cela. Pourquoi je faisais 1000 petits bâtons sur le tableau? Qu'est-ce que ça peut être ces 1000 petits bâtons? C'est les 1000 élèves en moyenne que l'on a quand on est professeur des écoles. Quand on est professeur de collège-lycée, on en a encore plus que 1000 des élèves. Alors, allez me dire, parce que j'avais des professeurs de stagiaires qui me disaient, mais qui doutaient parfois de l'influence qu'ils pouvaient avoir sur la société, sur le monde.
si vous avez 2000 élèves dans votre carrière, ou 3000 élèves, ça fait 3000 familles qui vont peut-être, 3000 élèves qui vont avoir des enfants peut-être, qui vont être imprégnés. Et quand vous lisez Mémoire de maître, paroles d'élèves de Jean-Pierre Guénaud, qui est un ouvrage chez Collection Librio, ça vaut 3,90 €, ce sont des lettres écrites par d'anciens élèves à leurs professeurs, des professeurs qui les ont marqués de manière déterminante. Ce sont des adultes qui les ont écrites, ces lettres. Des lettres qui montrent qu'un professeur a été déterminant dans leur vie. Alors vous imaginez, quand vous avez 3000 élèves dans une carrière, n'allez pas me dire qu'il n'y a pas d'influence sur la société ou sur le monde. Vous avez de l'influence sur le monde. Il y a des professeurs dans le pays qui marquent terriblement les élèves, et terriblement leur région, leur village, leur ville. Donc ça dépend que de vous. Et c'est pas forcément lié à un charisme, lié à une haute valeur intellectuelle. C'est parfois juste créer les conditions pour que les élèves que vous avez en face de vous se rencontrent eux-mêmes. C'est grâce à cette professeure que j'ai pu me rencontrer, découvrir que je pouvais être quelqu'un de valable dans mes idées, etc., etc. Ça vaut tous les conférences sur la relation pédagogique. Lisez ce petit ouvrage, Mémoire de maître et paroles d'élèves. Créer des liens entre la dimension individuelle et la dimension universelle. Effectivement, c'est ça qui est parfois très fort et très touchant dans les débats, les discussions à visée philosophique, c'est qu'on sent qu'on est en train de traiter d'une question qui est une question de nature universelle, qui a une portée qui nous dépasse complètement. On est sur le champ des valeurs personnelles et des valeurs de la République, je vais le développer après. Apprendre aux élèves, ou en tout cas leur permettre de conquérir leur liberté, de devenir des êtres libres et responsables. Qu'est-ce que ça veut dire responsable ? Des êtres capables de justifier, de rendre compte de leurs décisions et de leurs choix, de leurs actes, d'en rendre compte. De dire, mais moi, je prends telle décision parce que je pense cela et pour telle raison. C'est pas à la portée de tout le monde. Comprendre le sens des émotions, leur fondement moral et leurs enjeux éthiques. On est dans un pays où les émotions commencent à avoir de l'importance à l'école. Pendant des années, on en souriait des émotions. C'était vraiment une question secondaire. Or, je vous montrerai tout à l'heure, dans une des dernières diapos, dans la relation pédagogique, il y a vraiment la dimension cognition, mais aussi la dimension de l'émotion, qui est en permanence présente dans la classe. Dès qu'il y a des interactions, surtout avec des interactions autour de l'évaluation, autour de la réussite, de l'échec, il y a de l'émotion. Parfois, c'est autour des idées. Parfois, dans une discussion à visée philosophique, nous allons, avec les élèves, partager une émotion forte. Nous allons nous indigner ensemble. Partager de l'indignation, c'est quand même pas rien, quoi. De l'indignation sur ce que peut vivre une partie de la population dans la société actuelle, parce qu'elle est discriminée, par exemple. S'indigner ensemble, c'est partager des émotions qui ont une dimension démocratique. Il y a une philosophe à Sorbonne qui travaille sur ce sujet des émotions démocratiques et qui montre la puissance de l'intelligence émotionnelle. Comprendre donc le sens de ces émotions, pouvoir les nommer. Renforcer l'altruisme et résister à la tentation du repli sur soi et du rejet de l'autre. Mais rien que cette phrase-là, je suis désolé parfois de montrer des diapos, il y a des quantités d'idées, je me dis il y en a beaucoup trop, il y en a certainement trop, parce qu'une seule idée, c'est la quantité qui noie parfois la valeur d'une seule. La tentation du repli sur soi et du rejet de l'autre. On est bien dans un monde, dans un univers où ce constat-là, il est malheureusement quotidien dans bien des groupes sociaux. Le respect d'autrui, puisque je parlais du respect d'autrui, ce respect d'autrui, c'est tout cela. C'est pas rien. Respecter autrui, c'est bien sûr respecter ses idées, ses émotions, son histoire personnelle, mais c'est aussi respecter ses valeurs, son histoire. C'est beaucoup de choses. C'est respecter ce qui appartient à la personne. En tout cas, ce qui est dans une relation d'appartenance avec la personne. Et quand le ministre Jean-Michel Blanquer défend l'idée que le respect d'autrui doit être au cœur des valeurs de notre école aujourd'hui,
il a derrière cette idée du respect d'autrui une haute représentation de ce que cela représente. C'est évident que c'est une idée qui nous élève. Et parler du respect, c'est s'engager sur un terrain qui est un terrain qui pose des questions de fond. Je parlais d'interroger les valeurs personnelles. Je déplore qu'on ait encore beaucoup de mal dans notre pays, comme dans beaucoup de pays, à didactiser la construction des valeurs personnelles et des valeurs surtout républicaines. Ce n'est pas du tout évident de faire se partager entre les élèves les valeurs de la République, les valeurs du vivre ensemble. Alors, je vais essayer de vous donner un bref éclairage et vous montrer en quoi les débats à visée philosophique y contribuent. Voilà par exemple les valeurs de la République que vous voyez au cœur en bleu, et puis ces valeurs dont on parle moins, qui sont aussi des valeurs de la République, qui ne sont pas le triptyque des valeurs de la République, mais qui sont aussi des valeurs de notre pays, qui sont des valeurs du vivre ensemble, et qui sont fondatrices de la qualité du vivre ensemble. Vous êtes d'accord que pour bien vivre ensemble, il faut être capable de prendre la mesure des relations qu'il y a entre ces valeurs. Et c'est dans les débats, les discussions à visée philosophique, qu'offrent-elles ? Elles offrent la possibilité de mettre en relation les valeurs entre elles, de discuter les rapports qu'il y a par exemple entre le droit et l'autonomie, entre la fraternité et la responsabilité. Et du coup, vous voyez qu'à travers des flèches ici, on peut formuler de nombreuses questions. Il suffit d'en prendre une. Prenons entre droit par exemple et autonomie. En quoi le droit contribue à me rendre autonome ? Je suis persuadé que si dans les collèges et les lycées, on débattait plusieurs heures de cette question, il y aurait certainement moins de jeunes qui caillasseraient les véhicules de police, qui auraient ce rapport à la police et aux ceux qui font respecter le droit et l'ordre. Parce que beaucoup de jeunes ignorent que leur liberté, ils la doivent au respect de la règle et du droit. Et que sans la règle et le droit, il ne peut pas y avoir d'autonomie et de liberté. C'est des idées simples que vous partagez, j'imagine. Seulement, comment voulez-vous que les jeunes se les approprient si elles ne sont pas débattues, s'ils ne les construisent pas eux-mêmes ? Entre adultes, on peut se l'affirmer, on peut le comprendre. Un jeune, il a besoin de le construire, ça. Il faut une discussion. Il faut de lui dire comme cela, il faut qu'il puisse le construire dans une discussion avec d'autres élèves. Donc la question du droit, elle est fondamentale. Dans une société où il y a une remise en cause du droit et aussi des libertés, il faut travailler ces questions-là. Et donc je défends l'idée que la construction des valeurs, et notamment des valeurs républicaines, eh bien, elle suppose de travailler les rapports entre ces valeurs et les rapports qu'il y a entre, notamment, la laïcité comme principe et les valeurs. Maintenant, je voudrais aborder la question des dilemmes moraux. J'ai découvert que quand je menais j'allais tous les mardis matins pendant 2-3 ans, je suis allé faire des débats à visée philosophique dans des classes avec des enfants. Et j'avais du mal, j'apprenais aussi, c'est pas parce qu'on est universitaire qu'on n'a pas de mal aussi avec des enfants, ça ne change rien du tout, c'est quelque chose de difficile. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai découvert la 2e année, cette technique des dilemmes moraux. J'ai découvert qu'il y avait des personnes qui avaient formalisé une technique à partir des dilemmes moraux, et on ne voyait pas encore ça sur Internet, c'était dans les années 2009, 2008, 2009. Cette technique des dilemmes moraux, elle m'a énormément apporté parce que j'ai compris qu'en 30 secondes, je pouvais mettre les élèves en débat de manière extrêmement forte parce que ça a une puissance opératoire et sur des débats à visée philosophique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un dilemme moral ? Vous savez ce que c'est ? C'est une situation dans laquelle on n'a que 2 issues. 2 issues sans que l'une ou l'autre ne soit bonne ou juste a priori. Et donc, pour mettre les élèves en situation de dilemme moral, il suffit parfois de raconter une petite histoire très rapide. Alors, ça a été connu à travers le dilemme de Haynes, que vous voyez en bleu ici. C'est ce dilemme-là qui a permis à Laurence Kohlberg, ce philosophe moraliste, de faire connaître les dilemmes moraux. Mais il y a plein de petits dilemmes qu'on peut faire étudier, qu'on peut proposer à des élèves. Par exemple, on peut dire à des élèves, voilà, on raconte ça en quelques secondes. On dit, voilà, à la récréation,
Kevin a vu que Natacha était en train de voler le blanco de son ami Johan. Un élève a vu qu'un camarade était en train de voler le blanco de son ami. Alors on peut raconter cela en quelques secondes, puis éventuellement poser une question. Donc parfois on ne peut que raconter. Donc on voit bien que le dilemme moral entre la dénonciation, l'amitié, ça pose des problèmes pour les élèves. Est-ce que je dois dénoncer un ami qui est en train de voler ? Qu'est-ce que je fais quand j'observe un ami qui est en train de commettre un délit ? Tout de suite, les mains se lèvent. Dans une classe, quand on le fait, je l'ai fait de nombreuses fois, on raconte cela, ça prend 15 secondes, les mains se lèvent. Tout de suite, les élèves ont des idées où ils ne sont pas d'accord. Alors après, dans l'argumentation, le dilemme moral va nous emmener très très vite sur l'argumentation de ce qui est juste ou pas juste de faire. Et donc, dans la construction du jugement moral, le dilemme moral, c'est une technique qui marche très très bien, qui peut permettre de faire des petits débats philosophiques très rapidement. Et animer des débats philosophiques sans qu'il y ait de temps en temps des dilemmes moraux, c'est passer à côté d'une technique qui est particulièrement puissante et utile. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont des difficultés à mener des débats philosophiques s'appuient au départ sur les dilemmes moraux. Alors ces dilemmes moraux, ils ont des enjeux, ils mettent les élèves en tension autour du juste et du bien, très rapidement, à partir d'un court scénario. Ils permettent aux élèves de confronter leurs opinions autour justement du principe de justice, comme je disais tout à l'heure, mais aussi de faire l'apprentissage du sens du devoir. Et ça, c'est très intéressant sur le plan de la construction du jugement moral, de la construction de la citoyenneté, de découvrir, c'est un des enjeux forts des débats philosophiques, quel est le sens de mes devoirs de citoyen. L'élève va apprendre à se décentrer. Ce qui est intéressant dans le dilemme moral, c'est qu'on raconte l'histoire d'un autre élève, mais c'est pas soi qui est en jeu. Donc ça peut être, on peut le faire à partir d'un récit, d'une histoire qu'on a entendue, etc. Cela permet aussi de favoriser un agir qui soit éthique, un agir juste envers autrui, juste envers la société, juste envers une situation, un problème. De produire des motivations, des raisons qui permettent d'argumenter sans forcément préjuger de ce que peut être le bon choix. Alors dans le programme de MC, Pierre Kahn, qui a été l'un des coordonnateurs du programme de MC en 2014-2015, a rappelé, et ça apparaît dans le nouveau programme d'enseignement moral et civique, qu'il y a des liens qui sont fort intéressants à questionner lors des débats philosophiques, sans que cela apparaisse avec ces mots-là dans le programme, mais c'est ce qui me semble apparent. C'est les rapports qu'il y a entre savoir, expérience et valeur. Ça me semble être particulièrement structurant. Les élèves ont acquis des savoirs parce qu'ils ont vécu des expériences. Ils se sont rendus compte que dans les interactions avec leurs camarades, dans les interactions familiales, et que du coup, eux, ils pensent que telle idée, telle notion, la liberté, c'est ceci, cela. Leurs valeurs se sont construites à partir des savoirs qu'ils ont tirés de leur expérience, et très souvent, on pourrait même enlever la flèche, les rapports entre expérience et valeur. C'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des expériences quand c'est une expérience physique, qui entraîne directement la construction de valeurs sans que ça passe forcément par un savoir. Et donc, les 4 axes structurants de l'EMC, que vous connaissez, c'est vraiment les 4 axes qu'il faut garder présent à l'esprit, qui viennent structurer aussi les débats philosophiques. C'est la sensibilité, c'est que les débats philosophiques, comme d'autres techniques, doivent permettre aux élèves d'exprimer leur sensibilité, d'exprimer ce qu'ils ressentent. Parfois, il y a des élèves d'une situation, ils n'ont pas les arguments, mais il faut leur donner la possibilité de dire que c'est triste, ou que c'est affligeant, ou que c'est désolant, ou que c'est déshonorant, que sais-je, qu'ils puissent mettre des mots sur les sentiments. Et dans la langue française, les mots sur les émotions, il y en a beaucoup, notamment sur les émotions négatives, il y en a plus que sur les émotions positives, et les élèves, ils n'ont pas de mots très souvent. J'étais très étonné quand je faisais les débats à l'île de la Réunion de constater que les enfants avaient très très peu de mots à leur disposition pour pouvoir dire leur ressenti. Or, quand on connaît la vertu régulatrice de l'émotion, expressive, elle a une double vertu l'émotion.
Elle a une vertu régulatrice, on va mieux quand on a dit les émotions. Et elle a une vertu d'expression, on va pouvoir dire, se poser là. Et vous savez, quand il y a des techniques médicales là, dans le champ des vertus régulatrices de l'émotion, il y en a de nombreuses dans le champ de la psychologie, des techniques cognitivo-comportementales notamment. La règle, le droit, on en a parlé tout à l'heure. Le jugement, penser par soi-même et avec les autres. Effectivement, de découvrir qu'on est plus fort à penser quand on pense avec les autres. Contre les autres, mais aussi avec les autres. Et enfin, un dernier axe très important qui touche un peu moins la DDP, mais c'est celui de l'engagement. L'engagement, c'est-à-dire que c'est à travers l'engagement dans des actions, l'engagement dans des responsabilités, qu'on construit sa citoyenneté. Alors quand je menais ce petit groupe de recherche-action à l'île de la Réunion, c'était avec des enseignants du premier degré. Au bout de 2 ans, 3 ans, je ne me souviens plus, 2011, c'est 3 ans, j'ai fait une enquête sur l'impact des enseignants qui commençaient à pratiquer les DVP à La Réunion, mais pas uniquement. L'enquête, elle a porté sur La Réunion et l'Académie de Lyon et de Clermont-Ferrand. Et voilà ce que, sur l'impact des débats philo sur les élèves, voilà ce que me disent les enseignants. Donc il y a eu, si mes souvenirs sont bons, c'est ça, 438, j'allais dire 500, 438 enseignants des Académies de Lyon et de La Réunion. 10% pensent que l'impact, il est surtout sur le respect des élèves entre eux, sur le respect des règles de vie et sur l'apprentissage du vivre ensemble. Quand c'est entouré d'un petit carré, ça veut dire qu'au sens statistique, on applique la technique du qui 2, certains connaissent, qui ont fait un peu de statistiques, ça veut dire que les résultats ne sont pas dus au hasard, qu'il y a véritablement ce qu'on appelle une corrélation au sens statistique. Les 3 premières données ont un sens, ainsi que les 2 du bas qui sont entourés en rose. Il y aurait un impact sur le respect des élèves entre eux. C'est pas la vocation des débats à visée philosophique, mais voilà ce qu'en disent les enseignants. L'impact des DVP sur les enseignants. Ça, c'est intéressant parce que ce que je vous disais en introduction tout à l'heure, ça retentit sur les pratiques des enseignants et notamment sur l'importance qu'ils accordent aux questions personnelles des élèves. Principalement, l'impact, il est là-dessus. Cela les aide aussi à repenser leur relation aux élèves. Les difficultés rencontrées par les enseignants, je terminerai là-dessus sur l'enquête, c'est principalement de faire s'exprimer tous les élèves. Au début, c'est ça qui est difficile. Il y a des élèves qui parlent pas, très peu. Notamment en école élémentaire. Peut-être qu'au collège, c'est différent, parce qu'on n'est pas tout à fait au même âge. Éviter les récits d'élèves anecdotiques chez les petits, c'est ça au début, c'est moi j'y raconte des anecdotes, ils n'arrivent pas à être dans les interactions dialogiques, à conceptualiser dans une pensée générale et généralisante. Alors, j'ai trouvé très intéressant cette phrase de Michel Tozzi qui dit qu'effectivement, on ne peut commencer à penser par soi-même que lorsqu'on n'anticipe plus comme réponse celle que le maître attend. C'est nouveau comme expérience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vivre cette expérience en tant qu'élève, se dire que le maître, il attend rien. Peut-être s'il attend que, si possible, on s'exprime, qu'on ait des idées. Mais il n'attend pas une réponse particulière. Et de fait, il y a des enjeux à moyen et long terme qui ne peuvent être atteints, de mon point de vue, qu'à certaines conditions. Et ces conditions, je les ai tirées de la recherche-action qu'on a menée avec des enseignants qui nous ont aidés, les uns et les autres, à comprendre quelles sont les conditions. Tout d'abord, ça c'est très très important. Je vous le dis parce que ceux qui veulent faire 2 ou 3 DVP dans l'année, ça ne sert pas à grand chose. La fréquence et la régularité sont essentielles. Je pense que minimum tous les 15 jours, 3 semaines, c'est le minimum. Voilà. Sinon, l'impact au niveau de la construction, c'est tous les travaux en neurosciences, les chaînes du cerveau qui essayent de construire de nouvelles relations. Et vous savez que le cerveau fonctionne beaucoup à l'économie. Il construit des chaînes le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'en calcul mental, plus on s'entraîne, plus on est bon. Et bien en DVP, plus on s'entraîne, meilleur on est. Et plus on va en faire, plus on va être capable d'aller très vite dans des gestes cognitifs. Le respect des règles minimales, sécurisant et garantissant la possibilité d'une discussion, le garantissant sur le plan de la sécurité. Ça, c'est essentiel. Des temps métacognitifs. Des temps où on réfléchit sur comment s'est déroulé le débat. Des liens, opérer des liens entre les savoirs et les compétences disciplinaires. Ça, c'est plus difficile. La posture de l'enseignant, très important, c'est une des conditions majeures. Si vous avez une posture, si vous restez l'enseignant traditionnel, en général,
Ce n'est pas le cas du tout. Si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà bercé par l'envie d'être autrement que les enseignants que vous avez eus ou que peut-être vous avez été au début de votre carrière. Donc c'est être dans l'invitation à la clarification, à l'approfondissement, à l'argumentation. C'est une posture d'invitation. Être dans une posture éthique de vigilance à l'égard des risques. Attention, moi j'ai le souvenir de certaines discussions où les sujets glissants, où ça part dans un sujet qu'on ne maîtrise pas. J'ai souvenir d'avoir fait une DVP sur la foi. C'était très très difficile d'abord et en même temps glissant. C'était des élèves de CE2. Difficile, sujet très délicat. En formation, les pratiques vidéo aident énormément. C'est véritablement, si on veut se former, les échanges de pratiques, comme vous l'avez vécu ce matin, sont extrêmement précieux. Et la deuxième technique, c'est véritablement, pour moi, l'analyse vidéo d'une séance qu'on a faite, quelqu'un d'autre a faite, où on essaie d'analyser des micro-moments, voir comment on aurait pu faire autrement, qu'est-ce qui se joue, etc., etc. Voilà sur la partie DVP. Je serai un peu plus court sur la deuxième partie. Quelques références bibliographiques, vous ne devez pas en manquer, j'imagine. Mais en voilà quelques-unes. Notamment, je recommande bien sûr Johanna Hawken, bien sûr Jacques Lévin, Michel Taudy, qui sont pour moi incontournables. Partie 2. Partie 2 parce que je pense que la partie relationnelle, la dimension relationnelle dans cet exercice-là était essentielle et que ça résonne moins directement avec les DVP, mais quand même. Tout d'abord, vous avez peut-être entendu parler de ce chercheur australien qui, en fait, je crois qu'il n'est pas australien, il travaille à l'université de Melbourne, mais il n'est pas australien. Il a produit un ouvrage à partir d'une méga-analyse, c'est-à-dire une analyse de 800 méta-analyses de recherche. Pendant 15 ans, il a analysé 800 méta-analyses sur les facteurs de réussite scolaire. Et regardez sur les deux lignes, je ne sais pas si vous arrivez à voir, le facteur premier de l'impact d'un enseignant, c'est le feedback de l'enseignant. Qu'est-ce que c'est que le feedback ? Le feedback, c'est dans une situation pédagogique, qu'est-ce que vous faites de ce que l'élève a produit par écrit ou oralement ? C'est ça le feedback. C'est quel renforcement, quelle rétroaction vous faites de ce que l'élève produit. Ça, c'est le feedback. Le feedback, qu'il soit positif ou négatif, il peut déclencher des émotions et des sentiments très forts. Parfois négatifs. Si le feedback est négatif, il peut agir sur le raisonnement, le rapport à l'enseignant, l'estime de soi, les prises de décision, le mal-être ou le bien-être. Les élèves, beaucoup d'entre vous sont parents, j'imagine, quand les jeunes rentrent chez eux le soir, de quoi parlent-ils ? Ils parlent de ce qui les ont touchés. Aujourd'hui, le maître m'a dit que quand j'ai montré mon cahier, quand j'ai apporté ma copie, quand j'ai levé la main, j'ai posé telle question, le maître m'a dit que. Là, il parle des sentiments, des émotions suscitées par les feedbacks des enseignants. Donc quand ce sont des feedbacks très respectueux, encourageants, ça peut avoir un impact considérable sur l'engagement des élèves. Comment ? Alors, V, c'est verbal. On est dans la communication. NV, c'est non-verbal. Et PV, c'est paraverbal. Ça, c'est très important. La dimension paraverbale, c'est le ton sur lequel on s'exprime. Quand on dit à un élève, ouais, c'est très bien. L'élève, il sent bien dans le ton que c'est pas bien. Alors que s'il voit que vous vous exprimez, j'ai bien aimé quand il voit les marqueurs de Duchenne, là, ces petites rides au niveau des yeux qui s'expriment dans un feedback de l'enseignant qui, spontanément, a l'émotion de dire qu'il est content de l'idée qu'a eu tel élève. Bien, ces marqueurs de Duchenne, qui sont des marqueurs de l'authenticité du feedback dans la relation, sont extrêmement significatifs. L'élève, il ne va pas remarquer que le marqueur de Duchenne, il s'exprime. Par contre, il va voir que la prof, ce qu'elle dit, elle l'a ressenti. Et que c'est sincère. Et donc, dans la feedback, la sincérité du feedback a une puissance phénoménale sur l'élève. Surtout si ce feedback n'est pas fréquent. Si vous faites 10 feedbacks positifs par cours, ça va avoir moins d'impact, c'est sûr. Mais pour autant, pour avoir observé quand même plusieurs centaines de séances d'enseignants, on observe de nombreux enseignants qui
qui au bout de quelques années ne font plus de feedback positif, ils ont oublié les vertus du feedback. C'est le levier premier, nous dit John Hattie. Alors, la bienveillance dans tout ça, parce qu'on a été avec Aziz Djellab, mon collègue de l'inspection générale, beaucoup questionné sur la question de la bienveillance, et on a voulu faire écrire un certain nombre d'auteurs sur la bienveillance. Et la bienveillance, elle a toute sa place dans la conduite de classe, et encore plus dans les débats philosophiques qui sont d'une exigence importante. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance ? La bienveillance, c'est cette attitude par laquelle, cette posture par laquelle on veille sur autrui, on essaie de le protéger de ce qui pourrait lui nuire. Donc c'est une posture par laquelle on sécurise, on protège, et on essaie de créer des conditions qui soient favorables à ce que l'élève y progresse. C'est ça la bienveillance. Eh bien, dans la bienveillance, il y a 3 principes fondateurs. Et j'essaie de défendre la bienveillance parce qu'il y a des détracteurs de la bienveillance. Parce qu'ils confondent bienveillance avec mansuétude, avec laisser-faire. Effectivement, on peut s'interroger si un excès de bienveillance ne pourra pas conduire à en rabattre avec les exigences intellectuelles, à céder aux caprices des enfants rois. Non, la bienveillance peut être une vertu d'une immense puissance. Je vais essayer de vous montrer comment et pourquoi. Tout d'abord parce que la bienveillance, elle est fondée sur des principes psychologiques et philosophiques très forts. Un adulte bienveillant, c'est un adulte qui cherche à être dans le respect inconditionnel de l'élève. Inconditionnel. Rien que le mot, il nous place dans quelque chose qui est difficile, une très grande exigence. Accepter l'élève inconditionnellement, c'est pas si simple. Il y a des jours, on a des élèves avec qui on ne supporte plus par leur attitude. Arriver à les respecter inconditionnellement, c'est pas simple. Ça ne veut pas dire respecter inconditionnellement tout comportement. C'est respecter inconditionnellement chaque personne d'élève. Plutôt la personne de chaque élève. Donc le respecter dans son parcours, sa personnalité, son identité, tout ce qui lui appartient, ce qu'on avait vu tout à l'heure, et notamment ses besoins psychiques fondamentaux, je vais en parler après. C'est accepter les limites actuelles là où il en est, l'élève. L'accepter là où il en est. C'est ça la bienveillance. Et c'est aussi manifester des signes de confiance. La confiance, ce n'est pas des grandes déclarations. Ce sont des petits gestes, des petits signes où on responsabilise, on donne la parole, on montre qu'on a de l'espoir qu'il va y arriver, que l'erreur elle n'est pas grave. C'est ça la confiance. C'est tous ces petits signes-là. Et donc la confiance, elle se tisse progressivement. Mais elle peut c'est comme l'estime de soi. Il faut du temps pour la construire, mais elle peut très vite se briser. D'ailleurs, c'est une des composantes de l'estime de soi. Dans l'estime de soi, vous avez 3 composantes. Vous avez l'amour de soi, la représentation de soi, c'est-à-dire l'image de soi, et la confiance en soi, qui est vraiment la composante centrale à travers laquelle, dans l'action, face au nouveau, je suis sûr que ce que je vais pouvoir faire va pouvoir me permettre d'avancer. C'est ça la confiance en soi, c'est l'assurance dans le faire, dans l'action. Alors j'ai formalisé, pour essayer de sortir de cette critique de la bienveillance, j'ai apporté dans cet ouvrage qu'on a coordonné et co-construit avec Aziz Djellab, avec d'autres auteurs, je propose la notion de bienveillance active. La bienveillance, elle prend toute sa force et sa puissance lorsqu'elle est perçue dans sa dimension active. Vous connaissez cette bienveillance passive, c'est par laquelle les élèves, dans un débat philosophique, on va essayer on voit bien que c'est un tel, il a des grandes difficultés, on s'en occupe pas trop, on n'essaie pas de lui nuire, on ne lui veut pas de mal, on n'essaie pas de le décourager, pas de le juger, mais on ne le sollicite pas beaucoup parce que quand il s'exprime tellement mal qu'on perd un quart d'heure. Ah oui, mais pourtant, la bienveillance active, c'est quand même autre chose. C'est justement s'engager, c'est manifester de l'intérêt pour chaque élève. C'est être attentif au respect des besoins de chaque. C'est avoir des exigences adaptées à chacun. C'est s'offrir des temps métacognitifs où on va amener les élèves à réfléchir sur ce qui a été difficile, mais aussi sur ce qu'ils ont appris. C'est offrir une qualité de présence, un soutien différencié. C'est tout ça la bienveillance active. Alors vous voyez, c'est très exigeant. C'est pour ça que je considère que c'est d'une certaine façon, c'est une exigence certes en direction de l'élève, mais c'est une exigence envers soi-même. La bienveillance active, elle est extrêmement exigeante. C'est pas un concept mou. Et d'ailleurs, les enjeux de la bienveillance, ils sont très forts. C'est une sorte de cercle vertueux où sont en jeu l'estime de soi, la résilience, pas au sens de Boris Cyrulnik,
de la capacité à rebondir sur les grands traumatismes de la vie, mais plutôt la capacité à rebondir sur les difficultés. Et quand dans vos métiers, il vous faut beaucoup de résilience pour rebondir sur toutes les difficultés que vous rencontrez. Et les élèves qu'on prépare donc à la société de demain, il leur faut de la résilience pour résister aux difficultés. Une société qui se complexifie a besoin de citoyens beaucoup plus résilients. Cela renforce la réussite, la persévérance, le climat scolaire, la bienveillance est extrêmement puissante pour agir sur tous ces aspects-là. Elle a un impact notamment sur une des dimensions centrales dans la psyché humaine, c'est la satisfaction des besoins psychiques fondamentaux. Elle va avoir de l'impact sur le rapport à l'apprendre, sur le climat de classe, et puis à long terme sur la capacité à construire une société apaisée. Mais vous avez peut-être entendu parler des travaux de Catherine Guéguen, qui fait des conférences sur les bienfaits de la bienveillance, et qui montre qu'en synthétisant les travaux en neurosciences affectives, que la violence éducative ordinaire, elle empêche le cortex, les parents ou les enseignants, mais surtout les parents, qui manifestent de la violence éducative ordinaire à l'endroit de leurs enfants, réduisent les capacités de développement du cortex. Donc l'imagerie à résonance magnétique, les relevés de neurotransmetteurs sur le plan de l'analyse des hormones montrent que les élèves qui grandissent dans un univers de violence affective et de violence éducative ne développent pas leur cortex comme les élèves qui bénéficient, d'un univers de bienveillance. Ça, c'est dramatique. Quand vous voyez les données sur des dizaines de milliers d'élèves, lisez le petit ouvrage de Catherine Guéguen pour une enfance heureuse, qui synthétise tous ces travaux anglo-saxons. C'est, pour moi, l'un des ouvrages de ces 50 dernières années les plus sidérants sur le plan scientifique. On découvre, tout simplement, qu'un élève qui subit de la violence éducative familiale ne peut pas développer son cortex orbitofrontal de manière optimale. Le cortex orbitofrontal, c'est la zone du cortex derrière les yeux qui permet par empathie d'adapter son comportement à autrui. Eh bien, cet enfant qui grandit dans un contexte de violence éducative ordinaire, il est toujours sous l'emprise de son amygdale cérébrale. L'amygdale cérébrale, vous savez ce que c'est? C'est le siège des émotions. À la naissance, l'enfant, nous avons tous les êtres humains, ont l'amygdale cérébrale complètement opératoire. C'est pour ça que l'enfant pleure dès que les choses l'affectent. Seulement, plus il grandit, son cortex orbitofrontal et son cortex frontal vont lui permettre de réguler ses émotions très rapidement. C'est ce qui vous arrive dans les tensions avec vos élèves, vos tensions dans votre vie privée. Vous avez des émotions, puis au bout de quelques secondes, quelques minutes, parfois il faut toute la nuit pour que ça redescende, ça va mieux le lendemain parce que notre raison nous a permis de réguler les émotions générées par l'amygdale cérébrale. Un jeune qui est sous violence éducative ordinaire, il ne peut pas faire ça. Alors je suis involontairement un peu caricatural, il y a dans l'échelle de l'affection, il y a effectivement des élèves qui sont beaucoup plus affectés que d'autres. Mais ces jeunes que l'on retrouve en milieu carcéral parce qu'ils ont commis des actes délictueux sous l'emprise de leurs émotions, c'est ceux-là. C'est ceux qui ont été l'objet de violences éducatives ordinaires. Eh bien, lorsque vous mettez en place des débats philosophiques, vous créez les conditions d'une qualité de la relation qui offre la possibilité aux élèves d'avoir une écoute, une considération et de construire ce que l'on appelle une relation significative avec l'adulte. Ces élèves-là, ils ont une admiration, un respect pour l'adulte qui leur offre cette qualité de relation qui est immense. Ils ne vous le disent pas parce qu'ils n'osent pas. Ils vont vous le dire quand ils seront partis ou quand ils vous recroiseront dans la rue quelques années après. Parce que vous leur offrez un espace de relation significative que personne dans leur famille ne leur offre. Ces élèves dont je parle, c'est ces élèves vulnérables, ces élèves qui ne bénéficient pas d'une qualité de bienveillance à la maison. C'est beaucoup d'élèves. Dans l'académie, il y en a énormément. Dans les collèges REP, REP+, mais pas uniquement. Il y a beaucoup d'élèves. Des fois, dans une classe, vous en avez 70-80%. Dans une classe ordinaire, vous allez en avoir entre 10 et 30%. Donc, la puissance de la bienveillance, c'est de permettre la régulation, le développement du cortex, la régulation de l'amygdale cérébrale. Donc, c'est pour ça qu'une société, un monde de paix, ne peut pas se construire sans de la bienveillance. Ça, c'est le ciment de la relation. Et les pierres, les pierres, vous les avez dans les débats philosophiques. Les savoirs
que les élèves construisent dans les débats visés philosophiques, mais aussi par ailleurs. Le ciment, c'est la qualité de la relation. Les pierres, c'est les savoirs que vous mettez à jour, que vous construisez avec les élèves. Alors la bienveillance, lorsqu'elle est tournée vers les besoins psychiques fondamentaux, j'ai bientôt terminé, eh bien, elle trouve toute son opérationnalité. C'est pour ça que dans l'Académie de Créteil, vous avez un dispositif qui s'appelle le dispositif BCR, un dispositif d'expérimentation, de techniques de renforcement de la bienveillance, notamment, autour des besoins psychiques fondamentaux. Cette diapo-là est essentielle. Elle résume quels sont les besoins psychiques fondamentaux d'un jeune, mais aussi d'un adulte. Bon, ça, c'est les besoins physiologiques, vous les connaissez. Je les mets parce que on sait très bien qu'il y a des jeunes qui arrivent le matin qui n'ont pas mangé ou mal dormi. Ils sont très nombreux. Le premier de ces besoins psychiques fondamentaux, c'est le besoin d'être sécure. Lorsqu'on a la chance d'avoir un enseignant qui nous sécurise, avec qui on a le droit de commettre des erreurs, le droit de lever la main sans avoir la peur d'être maltraité par ce que l'on va pouvoir dire, c'est ça la sécurité. Et c'est aussi le cadre. Un enseignant qui ne fixe pas de cadre, c'est un enseignant qui insécurise. La bienveillance active, c'est une bienveillance où on fixe un cadre. C'est pas une bienveillance où on laisse faire. C'est ça qu'il faut expliquer aux parents. Un parent bienveillant, c'est un parent qui fixe un cadre qui sécurise. Deuxième besoin psychique, le besoin d'appartenance. Se sentir appartenir au groupe. Quand dans un groupe, lors d'un débat philosophique, on s'indigne ensemble de la situation, de certaines choses que l'on observe dans les médias, dans un film, dans un récit. On partage de l'émotion et on se sent beaucoup plus appartenir à la communauté des êtres humains parce qu'on aura partagé les mêmes émotions. Se développer en humanité, c'est partager des émotions de nature, sans bien sûr positives, parfois négatives, mais des émotions communes. C'est aussi bénéficier de l'aide, sentir que l'on peut être aidé. Il y a des élèves qui le besoin d'aide, il est fondamental. C'est un des besoins psychiques majeurs parce qu'ils se sentent très vulnérables, très fragiles, ils ont besoin d'être aidés. D'autres, beaucoup moins. Parfois, c'est passager. Besoin de sens et de motivation. Les jeunes d'aujourd'hui veulent du sens. Ils veulent comprendre pourquoi on fait ça. Pourquoi on nous apprend des maths. Pourquoi on nous fait faire des cours d'histoire alors que le savoir, il est déjà accessible sur Internet. Quelles sont les compétences derrière que l'on construit alors en histoire, etc. Ils ont besoin de cette dimension essentielle qu'est la justice, qu'est le besoin à fleur de peau des adolescents, puisse être tempéré par des moments de dialogue. C'est pour ça que les travaux de François Dubet, notamment, sur la justice, montrent que dans une classe, lorsqu'on met en place sur une année, 1 ou 2 moments où on parle de ce qui est injuste dans la classe, les élèves vont beaucoup mieux. On a mesuré scientifiquement, sur des centaines d'élèves, que lorsqu'on met en place un moment où on parle de l'injustice au niveau de l'évaluation, mais pas uniquement au niveau de l'évaluation, c'est souvent au niveau de l'évaluation des punitions, eh bien, les élèves vont mieux. Besoin de confiance en l'adulte, c'est déterminant de se sentir en confiance, un adulte sur qui on peut compter. Besoin fondamental. Besoin de respect, on en a parlé tout à l'heure, et besoin d'estime de soi, parce que c'est le besoin au cœur de la psychologie et de la psyché humaine. Sans estime de soi, on ne peut pas se réaliser, on ne peut pas accomplir l'autre besoin que vous voyez en haut, le besoin de réalisation de soi. C'est pour ça que Maslow, qui a été un peu critiqué dans sa pyramide, sa hiérarchie des besoins, oui, il était un peu critiqué, il les avait hiérarchisés, mais c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de réalisation de soi, il n'avait pas complètement tort non plus. On ne peut pas se réaliser si on n'est pas en minimum en estime de soi-même. C'est en ça que c'était intéressant. Et puis vous voyez, on a glissé entre la réalisation de soi et l'estime de soi le besoin d'expression de soi. Les débats philosophiques permettent de répondre à ce besoin d'expression de soi. Parce que les débats offrent des espaces où il y a du tact, où il y a de l'écoute. Notamment quand on respecte un certain nombre de règles fondamentales. Alors la réalité est un peu plus complexe parce que les élèves, ils ont tous leur profil, surtout les élèves vulnérables. Certains, vous voyez en haut à droite, il a surtout besoin d'expression de soi. Celui en bas à droite, il a surtout besoin de justice. Les besoins ne sont pas tout à fait, les besoins insatisfaits ne sont pas les mêmes selon les élèves. Ça, il faut pouvoir en tenir compte. Donc on va s'intéresser surtout aux besoins des élèves les plus vulnérables, on ne va pas s'intéresser aux besoins de tous les élèves. Alors j'en ai bientôt terminé, mais je voudrais parler un peu de la résilience, puisque en classe, en fait, sans le savoir, quand vous mettez en place une qualité de relation, quand vous mettez en place des débats philosophiques qui offrent une qualité de relation, vous vous comportez en ce qu'on appelle en tuteur de résilience. C'est-à-dire, vous êtes, sans le savoir, ce
ce que Boris Cyrulnik appelle un tuteur de résilience, c'est-à-dire une personne qui aide l'élève à construire sa propre résilience. Vous l'aidez à se renforcer, à être beaucoup plus fort pour pouvoir résister. La résilience, vous savez, en sciences physiques, c'est ce qui permet à un matériau de résister aux pressions. En psychologie, il y a deux acceptions. Il y a celle selon laquelle on dépasse les difficultés de tous ordres, l'acception anglo-saxonne, et celle par laquelle on arrive à rebondir sur les grands traumatismes. C'est celle plutôt d'Émile Werner, de Boris Cyrulnik. Eh bien, parmi les caractéristiques des élèves résilients, on a des élèves qui sont plus autonomes, qui sont plus motivés, plus optimistes, qui ont des compétences psychosociales, qui arrivent à résoudre des problèmes et à mieux faire les connexions entre les problèmes et les solutions. L'enseignant tuteur de résilience, vous voyez, c'est celui qui a des exigences élevées, réalistes, qui a des relations bienveillantes par rapport notamment aux besoins, qui connaît les élèves, qui connaît leurs forces, leurs aptitudes, qui les aide à les connaître en tout cas, et qui les aide à interpréter de manière différente et à acquérir une flexibilité mentale par rapport aux situations. Alors là, je passe. Il y a dans le rapport qui a été rendu en 2016 un très beau titre. Les adolescents d'aujourd'hui sont des adolescents qui sont sous l'emprise d'un enchevêtrement des vulnérabilités psychiques, sociales et culturelles. Dans une société qui se complexifie, il y a beaucoup d'adolescents qui sont sous cette emprise, l'enchevêtrement de la vulnérabilité. Vous voyez l'augmentation de la situation de la vulnérabilité dans les rapports, dans les articles scientifiques. On parle de plus en plus de la vulnérabilité. Alors je vous en parlais tout à l'heure, la communication. J'ai bientôt terminé, il me reste que 2 ou 3 titres. La communication, si on essaie de la modéliser. Je l'ai modélisée depuis 20 ans et j'en suis là depuis 6-7 ans, mon modèle n'a pas trop changé. La partie visible de la relation, c'est la communication. C'est-à-dire, si vous voulez vous interroger sur votre relation avec vos élèves, interrogez-vous d'abord sur la qualité de la communication. Le verbal, le non-verbal, tous les petits signes, vos gestes, vos attitudes, vos postures, puis le paraverbal, sur quel ton. Est-ce que vous êtes toujours sur un ton chaleureux et bienveillant? On peut dire des choses très dures et avoir une exigence très forte sur un ton chaleureux et bienveillant. Ce qui compte, l'autorité immédiate, c'est la détermination, la fermeté. Et l'autorité à moyen et long terme, celle qu'on construit dans le long terme avec les élèves, c'est l'autorité que l'on construit par la capacité à satisfaire les besoins psychiques fondamentaux d'un élève. Si vous sécurisez l'élève, vous lui donnez la possibilité de sentir que vous êtes juste, que vous l'aidez, que vous lui donnez la possibilité de vous exprimer. Donc, vous répondez à ses besoins psychiques, vous aurez de l'autorité à moyen et long terme. Pas du tout besoin d'avoir une voix forte, d'être... Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. L'élève à moyen terme va vous accorder de l'autorité. L'autorité immédiate, c'est autre chose. Ça fonctionne effectivement avec la voix, pas uniquement. Dans la relation, derrière la communication, il y a la cognition. Il y a cette empathie cognitive, l'élève qui essaie d'imaginer ce que vous pensez. Et puis, il y a aussi, il essaye de ressentir ce que vous ressentez. Et puis, j'espère que vous le faites, et vous le faites certainement, vous essayez de ressentir ce que l'élève ressent. Et parfois, vous régulez votre comportement en essayant de lui dire, mais là, je sens bien qu'il commence à être un peu en colère, donc je me calme, je vais m'excuser. C'est vrai que je suis allé un peu fort quand je lui ai rendu telle copie, etc. etc. S'excuser, c'est gagner de l'autorité. Surtout si on ne fait que ponctuellement. Si on s'excuse à tous les coups, on ne va pas gagner de l'autorité. Mais si on le fait de temps en temps, l'élève il se rend compte que vous êtes humain et que de temps en temps, vous êtes en colère. Et que votre colère, elle est humaine. Je dis souvent aux inspecteurs, j'ai surtout des inspecteurs en formation, et des chefs d'établissement, je n'ai pas beaucoup d'enseignants dans l'année, mais je dis souvent aux inspecteurs, autorisez les enseignants à ne pas jouer le rôle d'enseignant, le rôle de professeur. Autorisez-les à être eux-mêmes dans une relation authentique. Les élèves les plus vulnérables, ils ont besoin d'avoir un prof qui les regarde de personne à personne, qui les interpelle droit dans les yeux pour lui dire « mais tu fais quoi en ce moment-là ? Je te vois arriver tous les matins en cours, tu arrives toujours avec 10 minutes, le travail il n'est pas fait. Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc on va interpeller l'élève, les yeux dans les yeux. Et là, la relation elle devient significative. Là, ce que vous dites, ça commence à prendre de l'importance. Surtout si ça, vous le faites pas devant les autres élèves. Dans une relation interindividuelle où cet élève qui ne va pas bien, vous allez prendre 3 minutes avec lui pour l'interpeller, lui dire que vous êtes inquiet, lui dire que vous ne comprenez pas. Et que vous avez besoin qu'il vous donne des informations pour pouvoir l'aider. Aide-moi à t'aider. C'est bien dans la qualité de la relation, dans ces 5 minutes que l'on prend en dehors des cours, qu'on va pouvoir tisser une relation d'une autre nature.
Alors je vais finir sur le sens de l'éthique parce que c'est un des sujets sur lesquels on est forcément lorsqu'on mène des débats à visée philosophique. Alors l'éthique, qu'est-ce que c'est? C'est une notion que tout le monde utilise, qui est un peu galvaudée, hein, parce que c'est quelque chose de précis quand même. Même si les philosophes moralistes ne sont pas tous d'accord, mais en éducation on est à peu près d'accord pour dire que l'éthique, c'est une sorte de posture, de disposition, de temps, d'espace dans lequel on s'interroge sur ce qui est le plus juste pour l'autre. Quelle est la décision, le comportement le plus juste? Donc ça peut être cet espace de délibération, de réflexion, sur lequel vous vous interrogez quelle est la décision la plus juste pour le bien d'autrui, pour lui, pour qu'il aille bien. Donc c'est une sorte de posture sur une forme de sagesse pratique, une sorte d'art d'orientation de la conduite humaine, comme nous dit Christiane Goyer. Et donc de fait, on est dans un registre réciproque lorsqu'on est dans l'éthique. Lorsque je suis dans l'éthique, je me comporte comme un sujet respectant moi-même. Donc vous êtes, doit être l'avant-dernière diapo, vous agissez avec éthique lorsque quand vous cherchez à intervenir, lorsque dans votre conduite, lorsque vous évaluez, vous choisissez, vous êtes animé de questions autour de quelle est la bonne posture, est-ce qu'il faut que j'intervienne ou pas, à quel moment je vais intervenir, de quelle manière, quels sont les mots les plus justes, comment puis-je agir au mieux pour l'autre. C'est ça le cœur de l'éthique, c'est ça. Comment puis-je agir au mieux? Vous comprenez qu'à travers cette question-là, on est au cœur de la pédagogie. Comment puis-je agir au mieux pour tel élève? C'est ça l'éthique. Parfois, c'est pour le groupe. Et donc, je vais passer cette diapo qui demanderait du temps, je pense que c'est un peu long pour vous. Sinon. Il y a cet ensemble de vertus autour de l'éthique qu'on a vu dans la communication, dans l'art et la manière de prendre le temps avec certains élèves, d'être présent à l'élève, d'exiger le meilleur, de valoriser les progrès. C'est beaucoup de choses. Et donc le curseur, on le met là où on peut, c'est une recherche d'équilibre permanent entre ces choses-là. Donc il n'y a rien de nouveau là. Vous voyez qu'il y a bien des moments où vous êtes dans l'éthique. Pourquoi je le fais? Parce que, en conceptualisant, en étant conscient qu'on est dans l'éthique, on arrive plus facilement à y être plus souvent. C'est pour ça que la conceptualisation professionnelle, elle est essentielle. Elle permet d'être plus volontariste dans son désir d'être un professionnel. Et de savoir comment être un professionnel. Je conviens qu'il y a des moments, et bien des moments, notamment lorsque l'élève résiste, lorsqu'il faut faire preuve d'autorité, il y a des moments où on n'y arrive pas. Et donc, avoir de l'éthique professionnelle, ça suppose d'être bienveillant avec soi-même aussi, de savoir se pardonner à soi-même de ne pas y arriver. Parce que sinon, on ne s'en sort plus, on a l'impression d'être toujours dans la difficulté. Et vous faites un métier qui est, si ce n'est le métier le plus difficile, un métier éminemment difficile, surtout lorsqu'on est sur ce terrain-là. Difficile parce que c'est jamais gagné. À chaque heure, il faut recréer la relation. La relation n'est jamais gagnée.